Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir ici. Euh, Est-ce que vous avez la sensation que le monde s'accélère? Moi, j'ai vraiment cette sensation. Pour être très honnête, d'autant plus que hier, on a fêté les 4 ans de Magic Makers. Et on a aussi fêté la levée de fonds. Ça y est, elle est bouclée. On a levé 3 millions. Et c'est passé super vite. Parce que, parce que Magic Makers, au départ, c'était juste une idée. Ça n'existait que dans ma tête. En 2012, c'était les 15 ans de ma promo Télécom Paris Tech. Et j'ai des copains de promo, ils avaient fait un truc super. Ils avaient fait un film avec plein de pontes des nouvelles technologies, des télécoms bien sûr, en leur demandant ce qui s'était passé depuis 15 ans et ce qui allait se passer dans les 15 ans à venir. Et là, moi, j'ai eu un déclic à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, en fait, juste, j'ai réalisé en 15 ans ce qui s'était passé. Moi, j'étais rentrée à Télécom dans les années 90, donc c'est l'arrivée d'Internet. Quand je suis rentrée à Télécom, j'ai eu ma première adresse mail. À l'époque, il fallait aller dans le centre de calcul sur des écrans tout bleus pour taper. Quand je suis sortie 3 ans plus tard, il y avait Netscape, il y avait les browsers, tout le monde utilisait le mail, c'était normal. Et ça, c'était il y a 15 ans. 2012, ce moment où j'ai eu l'idée, c'est le moment où tout le monde commençait à avoir un smartphone. On faisait ses courses sur Internet. Enfin là, je vous parle de ça, mais maintenant, ça vous semble évident. Mais il y a 5 ans, c'était le début. Et c'était le moment en fait où l'informatique devenait présent dans la vie privée, dans la vie quotidienne de tout le monde. Et moi, je voyais émerger ce que j'avais vu en école d'ingénieur. On parlait déjà d'intelligence artificielle à l'époque, mais je voyais bien, si vous voulez, que tous les secteurs d'activité reposaient sur l'informatique. Mais à partir du moment où ça vous touche, vous, en tant que personne, parce que vous avez un téléphone dans la main et que vos enfants passent leur temps à jouer dessus, eh ben, ça commence à parler à tout le monde. Et moi, le déclic que j'ai eu, si vous voulez, c'est que je me suis rendu compte que ce monde qu'on était dans lequel on vit, je comprenais ce qu'on était en train de vivre parce que j'avais eu la chance de faire une école d'ingénieur et que j'avais appris à programmer quand j'avais 20 ans. Et que du coup, je comprenais ce qui se passait quand je tapais un mot dans Google. J'avais des idées un peu de comment on trouve les infos, etc. Et que la plupart des gens ne comprenaient pas ça. Je me suis dit, mais c'est pas normal qu'il faille faire des études supérieures. Ça est tellement impactant, l'informatique. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit votre projet, personnel ou professionnel, il y aura toujours une partie technique. Si vous voulez avoir de l'impact, il va falloir monter un site web, et si vous pouvez automatiser des choses, vous irez plus loin. Et je me suis souvenu de la manière dont j'avais appris à programmer à l'époque, à 20 ans. Ben, c'était dur en fait, c'était pénible. Et par contre, quand on y arrivait, quand on arrivait en fait à faire un programme, Hello World, qui affile quelque chose, tout d'un coup, il y avait cette espèce de jouissance. Et je me suis dit, mais en fait, ça doit être accessible à tout le monde, et il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas être accessible à tout le monde. Apprendre à programmer, c'est juste une question de pédagogie. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de Magic Makers. C'est marrant parce que, en repensant à tout ça, à l'époque, vraiment, je pense, j'ai eu cette intuition qu'on était en train de vivre cette révolution numérique, ce temps qui s'accélère. Et ça m'a pris des années, enfin tous les ans, je réfléchis sur le sujet, j'approfondis ma réflexion, et tous les jours, ma conviction est plus profonde. J'avais envie de vous parler, je l'avais mis dans cet ordre. Ah, attendez, je vais trouver le... Oui, c'est ça. Ouais. Sur ce schéma, ce que j'ai voulu représenter, c'est la révolution. On a tous entendu parler de la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est qu'on a automatisé le travail mécanique. Hein, on a remplacé les chevaux par des voitures. Et ça a eu un impact extraordinaire sur l'humanité. Ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de vivre la révolution numérique, parce que cette fois-ci, ce qu'on est en train d'automatiser, c'est plus le travail mécanique, c'est le travail intellectuel. Ça, c'est vraiment fondamental comme réalisation. Je vais vous poser une question. C'est quand la dernière fois que vous avez sorti un plan pour trouver tout seul votre itinéraire pour aller d'un point A à un point B? Moi, quand je me suis posé cette question, je me suis rendu compte que je ne savais plus, en fait, parce que ça fait bien, je ne sais plus, 3-4 ans que j'utilise Google Maps. Et du coup, en fait, je ne fais plus jamais ce calcul dans ma tête. Ce calcul de se dire, voilà, pour aller de la rue truc à la rue machin truc, je vais passer à gauche, je vais tourner à droite, etc. En fait, et donc là, on est clairement sur un exemple où vraiment un raisonnement intellectuel, quelque chose qui était fait par mon cerveau, aujourd'hui, je le fais faire par une machine, et ça me permet de libérer du temps pour autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut être contre, on peut être pour, l'informatique est là,
Et elle est en train de changer la façon dont on pense, elle est en train de changer la façon dont on travaille, la façon dont on s'amuse, la façon dont on réagit, on interagit les uns avec les autres, et c'est un fait. Et à partir du moment où une technologie existe et quelque chose est possible, l'homme s'en empare. Et donc, ce qu'on est en train de vivre, encore une fois, cette révolution numérique, ce n'est que le début. L'informatique, l'intelligence artificielle vont être de plus en plus présentes parce que ça permet de faire plein de choses et qu'il y a des gens qui le feront. Et ça permet de faire des choses qui font peur et ça permet de faire des choses géniales aussi. Ça va permettre effectivement de guérir des maladies. En fait, du coup, pour moi, l'enjeu, ce qui est important, c'est qu'on ait le choix et qu'on comprenne. Et donc, je reviens à Magic Makers et à l'apprentissage du code. L'idée derrière, c'était de se dire, en fait, on ne peut avoir du pouvoir que ce sur... on ne peut avoir du pouvoir que ce... On ne peut avoir du pouvoir que sur ce que l'on comprend. Et pour comprendre, il faut faire. Et donc, l'idée, pour préparer les enfants à ce qu'on est en train de vivre, c'était de leur permettre de coder à leur tour et de leur montrer qu'en fait, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait chez Magic Makers? On apprend aux enfants à programmer des choses qui ont du sens pour eux. Des jeux, à commencer par des jeux vidéo. Alors concrètement, des enfants, leur utilisation du numérique, c'est pas tellement d'aller déclarer leurs impôts sur Internet, c'est plutôt de jouer en général sur la tablette ou sur le smartphone quand ils y ont droit. Et donc quand vous permettez à un enfant de créer son propre jeu, en fait vous répondez à un besoin intrinsèque de chaque être humain qui est celui d'avoir du pouvoir sur le monde qui l'entoure. Quand on est enfant, on passe son temps à imiter ce qui se passe, à inventer des histoires, à créer des choses. Là, en fait, quand vous permettez à un enfant de créer un jeu vidéo, tout d'un coup, il se rend compte que ce qu'il utilise, ça a été créé par des gens comme lui. Tout d'un coup, il comprend ce qu'il utilise et il est capable de le faire à son tour. Et c'est assez simple, en fait. Je n'ai pas posé la question, mais est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire programmer, coder? Qui ne sait pas? Tout le monde sait? Qui sait? Je pose la question parce que je suis convaincue qu'en fait, on est dans une époque où on a tous peur, parce que la plupart des gens, encore une fois, ne savent pas ce que c'est que programmer, ne savent pas programmer, et c'est normal, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Programmer, en fait, c'est très très simple, c'est juste donner des instructions à une machine pour qu'elle le fasse à votre place. Ce n'est que ça, ce qui permet d'automatiser. Et donc un enfant créer un jeu, finalement, ça va assez vite. C'est vous prenez un personnage et vous dites comment vous allez contrôler ses mouvements. Est-ce qu'il y a des objets qui apparaissent? Qu'est-ce qui se passe quand je les touche? Ils disparaissent. J'ai gagné un point, j'ajoute un au compteur. C'est assez simple, en fait. C'est de la logique. Et donc avec des outils qui existent aujourd'hui, on arrive à leur faire ça. Et on arrive à leur faire comprendre, à les mettre à la place, finalement, des gens qui créent et à se dire, finalement, ce que j'utilise, je peux le faire moi aussi. On les rend acteurs. Ça, pour moi, c'est vraiment extraordinairement important. Et autour de cette idée, donc j'ai créé ces ateliers Magic Makers où on apprend aux enfants à programmer. On le fait pour les enfants de 6 à 15 ans maintenant. Donc je vous ai donné l'exemple du jeu vidéo, on fait beaucoup d'autres choses. Les plus grands vont créer des sites web, des applications mobiles, beaucoup de robots aussi, de l'électronique, parce que c'est important de se rendre compte que le code, en fait, ça a un impact sur le réel, c'est pas que dans son écran. Vous voyez, quand vous construisez un petit robot en Lego avec un moteur et un capteur, vous passez la main devant le capteur, la voiture se met à avancer, vous avez un impact physique sur le monde concret. Mais la grande réalisation que j'ai eue quand j'ai monté Magic Makers, c'est qu'au-delà d'apprendre à coder, d'avoir du pouvoir sur la technologie, d'être capable de créer avec, en fait, c'était une formidable opportunité pédagogique. Parce que je me suis rapprochée à l'époque du MIT, qui a créé un logiciel qui s'appelle Scratch, qui permet d'apprendre à programmer, et qui est très bien pensé parce qu'il est pensé, pour une fois, pas par des informaticiens, mais par des chercheurs en sciences de l'apprentissage. Et du coup, vraiment, j'ai découvert toute ce qu'on appelle la pédagogie constructionniste, ou la pédagogie active, ou pédagogie par projet. En fait, apprendre à coder, c'est une opportunité de mettre l'enfant au cœur de son apprentissage, et de le laisser décider, de le laisser créer ce qui a du sens pour lui. Donc on n'est plus dans un contexte où on va lui dire voilà la solution, on va plutôt dire qu'est-ce que tu as envie de créer, quel jeu, toujours proposer des choses qui sont des projets qui sont personnels et permettre à chaque enfant de développer sa créativité et de prendre du plaisir et donc de s'impliquer.
Et en fait, on va les mettre dans un contexte où ils vont avoir envie de créer leur propre jeu, ils vont être hyper motivés, et donc ils vont chercher à comprendre, ils vont buter sur des difficultés. Et on va les aider à trouver la solution. On ne va pas leur donner. On va les aider aussi à trouver la solution ensemble. Quand vous prenez plusieurs enfants et que chacun a créé son jeu, et qu'ils se montrent les uns aux autres comment ils ont fait, ils n'ont pas tous utilisé la même fonction. Il y en a qui ont appris à contrôler les déplacements, d'autres à compter les points, et en voyant les uns les autres ce qu'ils ont fait, vous avez tout le groupe qui progresse. C'est le principe de l'apprentissage par les pairs. Et finalement, ce qu'on a mis en place dans ces ateliers, au-delà de juste apprendre l'informatique et être capable d'apprendre un langage et être capable de faire un projet informatique qui va marcher à la fin, ce qu'on leur apprend, c'est à développer ces compétences qui sont réellement les compétences du XXIe siècle. La créativité, le fait de se tromper pour trouver la solution en expérimentant, la collaboration, l'intelligence collective et le plaisir, encore une fois. Faire des choses qui ont du sens et y prendre du plaisir, c'est la meilleure manière de réussir. J'ai tendance à résumer, ça a été dit en introduction, que finalement, quand ils apprennent à coder, ce qu'ils apprennent, en fait, c'est à apprendre. Et ils apprennent, quelque part, à créer leur job de demain aussi. On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle tout à l'heure, de la machine va-t-elle prendre la place de l'homme? Quel va être notre rôle demain? Je pense que la machine, elle est au service de l'homme. Et que c'est à l'homme de créer la machine qui lui rend service, qui est utile. Mais pour faire ça, il faut être capable de créer, il faut comprendre comment ça marche et se sentir capable de faire. J'ai parlé beaucoup de l'apprentissage du code, j'ai parlé d'intelligence artificielle. Si je remets les deux ensemble, je me suis rendu compte récemment que ce qu'on faisait en apprenant à coder aux enfants, ça ne suffisait pas, justement à cause de l'intelligence artificielle. Ce dont je parle depuis tout à l'heure, apprendre à programmer, donner des instructions à une machine pour qu'elle les exécute à votre place, en fait, c'est une forme de programmation qu'on appelle impérative. Ça nécessite que quand vous voulez résoudre un problème, vous maîtrisiez ce problème, vous ayez réfléchi à tous les cas, parce que vous allez dire, la machine elle est bête en fait, vous allez lui dire exactement ce qu'elle doit faire. S'il se passe ça, alors fais ça. Il faut penser à tous les cas, et il faut tout programmer. Ça, c'est la programmation impérative. L'intelligence artificielle, c'est un changement de paradigme. Ce qui change avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on va pouvoir programmer une machine pour qu'elle apprenne toute seule. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir trouver la solution à des problèmes sans qu'on lui ait donné les moyens, sans qu'on lui ait expliqué tous les tenants et aboutissants du problème. Elle va apprendre toute seule à trouver la solution. Donc ça change énormément de choses dans la façon dont on va concevoir des solutions, et ça donne aussi des solutions qui sont encore plus puissantes. Je me suis permis d'expliquer un peu comment ça fonctionnait, parce que, encore une fois, je pars du principe que pour ne pas avoir peur et pour se sentir capable de créer, il faut comprendre. Et on parle tout le temps d'intelligence artificielle, je ne suis pas sûre. Peut-être que ça a été fait aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre en fait, qu'on vous ait expliqué très simplement de quoi il s'agit. Et en plus, c'est pas si compliqué. Enfin, moi, mon enjeu, c'est qu'on va le faire à des enfants. Donc si j'arrive pas à vous l'expliquer, comment je vais faire pour les enfants? L'intelligence artificielle, moi, ce que je trouve fascinant, donc attention, intelligence artificielle, c'est très vaste comme terme. Globalement, l'intelligence artificielle, c'est la capacité à reproduire l'intelligence humaine, des caractéristiques de l'intelligence humaine par des machines. Donc c'est un champ assez vaste. Un spécialiste de l'IA disait quelque chose que j'ai trouvé très très drôle. Il disait en fait, à chaque fois qu'on réussit à faire quelque chose par une machine, comme on y arrive, on considère que c'est plus de l'intelligence artificielle. En ce moment, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de machine learning, d'apprentissage, de machines qui apprennent. En fait, ça peut être beaucoup plus large que ça. Et ça, pour le coup, en ce moment, c'est en train de devenir une réalité. Et comment ça marche, ce truc-là? Ce qui est hyper intéressant, c'est que pour faire des programmes qui apprennent tout seuls, on s'est inspiré du fonctionnement du cerveau humain. Notre cerveau, il est composé de neurones qui sont connectés les uns aux autres. Un neurone, ça reçoit les informations du neurone, des neurones qui lui envoient des infos, ça décide oui ou non en fonction de ce qu'il reçoit, et ça envoie oui ou non en sortie, et ça, c'est connecté à plein d'autres neurones. Ça a l'air bête comme ça, c'est très bête un neurone en fait. Mais en fait, quand vous en mettez plein, ça peut résoudre des problèmes complexes. Comment ça marche? Parce que les neurones... je vais prendre un cas qui marche très bien aujourd'hui, parce qu'il y en a qui sont plus compliqués à résoudre, c'est la reconnaissance d'images.
vous pouvez entraîner un réseau de neurones pour qu'ils reconnaissent tout seuls des chats. Parce que si on se pose la question, à reconnaître un chat, c'est compliqué. Vous sauriez dire comment on reconnaît un chat? Il a des oreilles, il a des poils, des moustaches, la couleur, ça change. Ce qu'on va faire, comme justement c'est très compliqué de déterminer en programmation impérative tout ce qu'il faudrait tester dans une image pour déterminer si c'est un chat ou pas, on va se simplifier la tâche, on va prendre plein d'images dont on sait déjà que c'est des chats. C'est ce qu'on appelle des images labellisées. On va les donner à un réseau de neurones. Et en fait, ce réseau de neurones, vous voyez, ce qui détermine si un neurone il dit oui ou non en sortie, c'est qu'il coefficiente les informations en entrée. C'est-à-dire qu'il a 5 neurones en entrée, il va donner plus ou moins d'importance aux neurones qui sont connectés en entrée. C'est des poids, on appelle ça. Et donc ce qu'on va faire, on va donner l'image au réseau de neurones, on va lui demander de me dire c'est un chat ou pas. Il va dire oui ou non. S'il dit non alors qu'on savait que c'était un chat, on dit ah ben tes paramètres ils sont pas bons. Et donc on a en fait des algorithmes qui vont automatiquement changer la valeur de ces poids sur tous les neurones, et on va faire ça des milliers, des dizaines de milliers de fois, et on a des techniques qui font que ça finit par converger et que le réseau trouve tout seul, l'algorithme trouve tout seul la bonne combinaison de poids qui fait que demain, quand vous allez lui donner des images qu'il n'a jamais vues, qui ne sont pas labellisées, il va vous prédire si c'est un chat ou pas. C'est extrêmement fascinant parce que, en fait, ce qu'on fait avec ça, c'est le machine learning, et plus précisément le deep learning, sans rentrer dans les débats d'experts. Ce qui est hyper intéressant, c'est que, en fait, là, le programme, le réseau de neurones, il a appris tout seul à reconnaître les caractéristiques qui font que c'est un chat, mais on ne sait pas comment il le reconnaît. Vraiment, on ne sait pas. On ne sait pas s'il a distingué les poils. En fait, et du coup, si vous prenez 2 secondes de recul, c'est de la même manière que nous, on a appris à reconnaître un chat quand on était enfant, ou n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on en a vu. Aujourd'hui, vous voyez un chat, vous savez que c'est un chat. Mais vous ne savez pas dire pourquoi. Et donc aujourd'hui, voilà comment ça fonctionne à peu près. Ça, c'est un cas, le machine learning, pour reconnaître des images. On le fait avec beaucoup de choses, la voix, le texte. Il y a des choses qui sont encore compliquées, qu'on n'arrive pas encore à faire, mais il y a quand même de bonnes chances. Comme je vous le disais au début, quand c'est possible, avec beaucoup de gens intelligents qui ont envie de le faire, ça pourrait marcher quand même. On pourrait effectivement arriver à faire de plus en plus de choses. Et donc, les enfants dans tout ça. Revenons aux enfants et à Magic Makers. Aujourd'hui, les technologies de machine learning, elles sont suffisamment accessibles pour qu'on puisse les expliquer et les rendre accessibles à des jeunes. On l'a fait chez Magic Makers. On a monté cet été, on a monté aux vacances de Pâques un premier stage intelligence artificielle. Alors pour les jeunes de 13-15 ans quand même, parce qu'il faut quand même déjà avoir certaines compétences. Mon objectif est d'arriver à simplifier encore le problème pour le rendre accessible aux plus jeunes. Mais là, on avait des jeunes de 13-15 ans qui, en avril, ont appris à programmer des réseaux de neurones. Et notamment, on participe maintenant avec eux à une course de voitures autonomes qui s'appelle Iron Car. Et donc, ce qu'on fait avec eux, c'est un programme où on a une petite voiture avec une caméra dessus. On fait tourner la voiture sur un circuit, on enregistre des photos et on prend ces photos et on détermine à la main, on labellise. Ah ben quand tu vois le circuit comme ça, va à gauche ou va à droite. Et donc on fait plein d'images comme ça et on entraîne le réseau de neurones pour qu'après la voiture toute seule, on la pose sur le circuit et le réseau de neurones, en voyant les images en temps réel de la route, va pouvoir décider si je vais à gauche ou à droite. Et ça marche. J'ai pas eu le temps de vous mettre la vidéo où vous voyez la voiture qui tourne. Alors des fois elle sort de la route, mais ça marche. Et donc je ne sais pas si vous imaginez pour des jeunes de 13-15 ans, comprendre ça, être capable de faire ça. Moi, ce que j'espère, c'est que demain, ces jeunes, ils vont voir l'intelligence artificielle comme une opportunité. Ils vont penser qu'ils ont le choix de mettre en place des services qui ont du sens pour eux, pour nous, pour l'homme. Et ils ne vont pas subir le monde dans lequel on vit, ils vont le créer. Merci. Merci beaucoup, Claude.